Vanessa a 32 ans. Elle vit dans le sud de la France, non loin de Narbonne, où elle enseigne les sciences de la vie et de la terre à des collégiens. Ses passions, la science et la plongée sous-marine. Une activité qu'elle partage avec son père dans le club où elle est monitrice bénévole chaque été. Si son voyage ne l'emmène pas au-delà des frontières européennes, elle va tout de même faire un bond de 200 ans en arrière. Elle part à Saint-Malo explorer l'aimable Grenot, une épave corsaire du XVIIIe siècle. Pendant 2 semaines, Vanessa va vivre une aventure hors du commun. En compagnie d'archéologues sous-marins, elle va découvrir au fond de l'océan des objets exceptionnels. Elle va partager le quotidien d'une équipe de plongeurs archéologues du DRASM, seul organisme public pour ce type de recherche. C'est une poulie, tu sais, parce que je commence à voir le truc. C'est un type de poulie, d'accord. Mais surtout, elle va se découvrir une nouvelle passion. En arrivant à Saint-Malo, Vanessa n'a qu'une adresse en poche. Elle ne sait pas encore grand-chose de l'expédition à laquelle elle va participer. Et le lieu où elle a rendez-vous le premier jour est plutôt surprenant. Vanessa, c'est ça. Bonjour. Bonjour, Michel Lourd, Enchanté. Bon, ici. Oh, c'est la visite. Ouais, allez. Bienvenue chez nous. Eh ben, On va te faire visiter ça, t'es pas trop chargé. Un petit peu, mais non. Dès son arrivée, elle est prise en charge par Elisabeth Vera et Michel Lourd. Voilà. Depuis 1998, ces 2 archéologues fouillent des épaves du XVIIIe siècle au large de la cité corsaire. Pendant 15 jours, Vanessa va partager leur vie. Un petit peu de punch, d'accord. va. Yves. Pour l'instant, j'ai commencé à avoir 2-3 photos, des cartes accrochées au mur, donc ça a l'air d'être quand même un chantier important. Pour l'instant, c'est vraiment le mystère, quoi. J'en sais guère plus. J'espère que c'est un gros bateau. J'espère que c'est une grosse épave. Impatiente, là. Il me tarde demain, il me tarde vraiment d'être dans le vif du sujet et vraiment de me mettre à l'eau, quoi, dans tous les sens du terme. La frégate corsaire sur laquelle va plonger Vanessa naviguait à l'époque de Louis XV. Elle faisait 40 mètres de long, comptait 400 hommes d'équipage et pouvait emporter 40 canons. L'aimable Grenot est de loin la plus grosse frégate jamais découverte et elle est dans un état de conservation exceptionnel. C'est à ce jour le plus gros chantier sous-marin d'Europe. Bon, briefing, j'ai la voix perdue à cause de la météo. Alors, première chose, donc arrivée ce soir de Vanessa, qui est prof de SVT et qui va nous escorter pendant 15 jours. Dans le même mouvement et pour les 15 prochains jours, je crois qu'on peut lire le bulletin météo. Donc, ils annoncent pour demain orage et mer agitée à forte. Voilà, 5 à 6, fort 600, mer très agitée, blablabla. Les archéologues font route vers l'épave. Elle se situe à 10 minutes à peine du port de Saint-Malo. L'équipe a accumulé beaucoup de retard à cause des mauvaises conditions météo. Pour Vanessa, l'immersion dans ce nouveau monde est un peu rude. Elle doit s'adapter au plus vite au rythme imposé par les archéologues. Pour ce matin, on va descendre sur le corps mort qui est ici. Ensuite, il y a un bout qui joint le corps mort au satellite qui passe par une caisse à outils. C'est celle où on trouve des sachets, des marteaux, burins, tout le matériel dont on pouvait avoir besoin, des mètres, des fers à béton. Ensuite, on remontera l'épave sur ce qui est vraisemblablement l'axe longitudinal. On l'aperçoit à peine, mais le bateau s'est rompu ici. En fait, ce que vous avez, c'est un flanc tribord de bateau conservé jusqu'au 2e pont. De l'autre côté, on est en pied de roche, donc rien ne s'est conservé. Le bateau étant couché sur tribord. Et puis, si vraiment vous vous plantez à un moment ou à un autre, vous êtes perdu, ne tournez pas en rond indéfiniment, vous ressortez tout de suite. Parce qu'après, avec le courant, au fond, on dérive sans s'en rendre compte. Voilà. Alors en fait, on va descendre sur une épave de bateau du XVIIIe siècle. Ce qui est sympa, c'est que c'est l'épave de corsaire telle qu'on l'imagine. Donc on va essayer de voir tout ça ce matin et essayer de s'orienter surtout parce qu'en fait, il y a un corps mort fixe, il faut essayer de descendre là et remonter au même endroit. Donc il va falloir être assez vigilant par rapport à tout ça, quoi. Donc un peu tendu.
En accompagnant les scientifiques par 15 mètres de fond, ce que Vanessa découvre, ce n'est pas une épave. C'est un véritable chantier sous-marin. Alors sur le bateau, j'étais un peu inquiète avant de partir. Et voilà, après une fois qu'on est sur place, que l'épave se découvre à nous, on a tellement envie de voir et de comprendre, surtout aussi comment c'est fait, parce que sous l'eau, c'est vrai qu'on voit des morceaux d'épave. C'est-à-dire que c'est ça qui est très difficile. Soit on a une idée déjà en tête de l'épave, et on essaye de rechercher sous l'eau ces éléments qu'on a en tête. Par exemple, un avant de bateau, c'est très caractéristique, donc c'est des choses qu'on peut repérer aussi facilement sous l'eau. Mais tout ça, il faut le chercher, ça apparaît pas comme ça d'emblée. Donc il faut vraiment faire un travail d'imagination pour essayer de calquer ce qu'on a en tête et la réalité en fait. Après une rapide visite du site, premier exercice pratique, l'utilisation du marteau et du burin. J'étais dans un endroit dissensible du site, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de se poser n'importe où et de faire n'importe quoi, puisqu'il y a des pièces qui pourraient être intéressantes pour la suite. Or, c'est un endroit où il y a beaucoup de concrétions qui recouvrent le site, donc il faut les casser, ces concrétions, sans abîmer le site. Parce que le but aussi, c'est que vu qu'ils sont un peu en retard sur le chantier, il faudrait que je puisse devenir autonome très vite, c'est-à-dire pouvoir travailler seule pour essayer de gagner en efficacité et pour les aider un maximum dans le travail de recherche. Ça va, ça a été? Super, impeccable. Nickel. Bizarrement, j'avais plus chaud sous l'eau qu'en surface. J'ai pas eu le temps d'avoir froid sous l'eau. On n'est pas resté très longtemps en fait. On est resté entre 20 et 30 minutes à peu près. Bon, moi je suis contente, j'ai vu du poisson. Alors les archéos, apparemment ils sont blasés de voir du poisson. Ils les regardent pas. Apparemment ils s'en fichent. Bon, moi j'ai regardé un peu quand même. Il y avait quand même un petit peu de poisson d'Atlantique. Solida, Tout à l'heure, Henri. Quelle est la première impression, voilà. En dehors du fait que c'est quand même difficile de s'y retrouver pour une Mais première en fait, plongée. je m'attendais à pire que ça en fait. Mais tu avais déjà plongé sur des épaves? Ouais, enfin pas sur des sites archéologiques, mais des épaves Contemporaines récentes, aussi. contemporaines. Puis bon, il y a aussi l'idée du bateau de corsaire, quoi. Hein. C'est vrai qu'on a un peu une image, alors elle est peut-être fausse, hein, l'image que Mais j'ai en justement, tête. qu'est-ce que mais- tu as comme image du bateau de corsaire? Bah Ça, déjà, la plupart des gens mélangent un peu tout, la course, la piraterie. Tu fais Ah, la moi, c'est- distinction entre les deux quand même? non, je sais pas, faut me le dire. Je sais pas. Bon, alors c'est quoi la différence? Alors on y va. L'essentiel, si tu veux, un corsaire, il a une lettre de marque, le roi l'autorise à faire la course, donc c'est la course suisse à l'ennemi. L'intérêt pour le roi, c'est que du même coup, au lieu d'avoir une armée navale à entretenir, il a quasiment sur toute la côte des gens qui vont courir contre le commerce de l'ennemi, contribuer du même coup à le paralyser, accaparer des richesses quand ils en ont la possibilité. Et donc c'est quelque chose qui est extrêmement codifié, hein, complètement à mettre à côté de la piraterie qui n'a aucune codification. Ici, la course, elle est née du fait que la population essentiellement était occupée à la grande pêche et du même coup, en période de belligérance, ces gens-là ne peuvent plus travailler à la pêche, donc ils n'ont que l'issue ou de mourir de faim ou de trouver une autre occupation. D'accord. La course est au fond cette occupation. Cette occupation-là. Voilà. Toi, depuis quand tu fais de l'archéo en fait? 27 ans. C'est ce que tu voulais faire ou t'as fait comme ça? Ah non, non, c'était vraiment... gamin, j'avais vraiment des pulsions d'historien. Et j'avais trois passions, c'était l'aviation, la mer et l'histoire.
Et un jour, j'ai entendu parler d'archéo sous-marine, mais je dévorais les romans de mer. Mais j'avais jamais pensé que tous ces bateaux qu'on envoyait par le fond, ils y étaient encore. Ils étaient encore. Donc j'ai appris à plonger, moi, avec cet objectif. Hier, j'avais des gens, des plongeurs, qui me disaient, bah, t'es plongeur? Je dis, non, en fait, je suis archéo, parce que moi, je suis pas venu à la plongée parce que j'avais envie de plonger. Je suis venu à la plongée parce que je voulais faire l'archéo sous-marine. J'ai appris à plonger pour ça. Par rapport à mes choix professionnels, c'est quelque chose que j'avais voulu faire depuis très longtemps, que j'ai pas pu réaliser. J'ai choisi d'autres choix, mais que j'assume parfaitement et qui me conviennent très bien aussi. Par contre, je pense que ça peut être complètement complémentaire. Et dans la mesure où j'ai une profession qui m'amène à transmettre des connaissances scientifiques, bah, c'est plutôt intéressant d'être à la source de ces connaissances parfois et pas être juste un simple relais. Pour sa seconde plongée, Vanessa travaille avec Michel dans la zone où se situe la cuisine du bateau. Et après de longues minutes passées à dégager une couche de sédiments, il découvre une pièce rare. Un chaudron quasi intact. Sur le coup, en fait, très concentré, hyper concentré sur ce que je faisais. Un peu tendu, chercher les moyens, comment faire, la crainte que l'objet se casse au dernier moment. C'est un stress de vigilance. En fait, il y a une espèce de tension qui se crée, qui fait qu'il faut qu'on fasse attention à tout le temps, pas relâcher la vigilance. En fait, il y a juste un moment de stress réel, c'est quand l'objet est tombé, s'est détaché d'un coup, parce qu'on ne s'y attendait pas, il a cédé. Et un peu la peur qui s'abîme en tombant et qu'il abîme aussi des pièces qui étaient en dessous. Donc là, il y a eu juste un petit moment de doute. Et puis en fait, rien n'était fini, il fallait aller jusqu'à la surface. Donc Michel m'a laissé remonter avec l'objet, il faut l'accompagner jusqu'en surface. On n'est pas à l'abri non plus que pendant la remontée, le fil casse ou une manille cède ou la caisse casse. Et en fait, tant qu'il n'est pas sur le pont, on fait attention, toute l'attention est prise par l'objet. Cool. Belle pièce. C'est moi qui l'ai trouvée. Si tu veux. Merci. On peut le mettre à ton nom. Ça, c'est du repérage. Bon, en tout cas, tu as eu de la chance. Bah ouais. Non, je ne savais absolument pas. Je t'ai pas amené dans la cuisine parce que... Non, mais je t'avais dit, dans la cuisine, tu peux trouver des très jolies choses parce que tout a été piégé au moment où elle s'est renversée. Bah ouais. Mais il y a autre chose dessous, je suis sûr. Donc en fait, j'ai l'autorisation du chef de marquer mes initiales avec lui, parce qu'on l'a trouvé ensemble. Ouais. Donc grand honneur et grand privilège. À ce jour, les archéologues ont remonté plus de 2500 objets du fond de l'eau. Le site est riche en épaves. Les roches de la Natière qui affleurent à marée basse sont un véritable piège que connaît bien Denis, le commandant du bateau. Donc, tu vois, en fait, les bateaux, tous les bateaux qui empruntaient le chenal, et notamment ceux qui se sont abîmés sur la Natière, ils démarraient de là-bas pour être sûrs de prendre le courant et de rentrer sur un seul tenant, sur un seul bord. En fait, ils arrivaient à rentrer. Le problème, c'est que quand ils se retrouvent là, au milieu, dans le courant, si jamais le vent il refuse, c'est-à-dire qu'ils tournent, donc à ce moment-là, ils sont bloqués, ils ne peuvent plus, ils partent en dérive et ils finissent sur le caillou. Parce que le courant les porte directement sur la Natière. C'est pour ça qu'il y en a autant d'épaves dans le coin. Dès que le vent faisait défaut, impossible pour des navires à voile de rester dans le chenal d'accès au port. Et c'est grâce à ces infortunes que 200 ans après, Vanessa va pouvoir étudier un chaudron utilisé autrefois par les corsaires de l'aimable Grenot. Avec Olivia, elle dresse sa première fiche d'inventaire. Alors sur la fiche d'inventaire, il y a un certain nombre de champs à remplir. Il y en a sur le recto, il y en a également au verso. Et il y a notamment un champ croquis qu'il faut remplir assez rapidement, puisque l'idée c'est que au moment où tu dessines le chaudron, tu vas un peu te l'approprier. Et ça va t'aider à remplir les différents champs, puisque tu connaîtras mieux les éléments de sa description. Donc en fait, il faut être le plus précis possible dans les descriptions, ne pas hésiter à faire mention par exemple actuellement de la brique qui s'y trouve encore, des concrétionnements en disant un petit peu quelles sont les zones très concrétionnées, quelles sont celles qui le sont moins. Évidemment, j'ai choisi un objet particulièrement intéressant. Tu as choisi pour un la objet description, magnifique, parce que je pense que... mais complexe, mais complexe. Là pour le coup, ça va être la vraie rédaction, il y en a à dire. 12, 1...
Alors en fait, je prends toutes les mesures possibles de ce chaudron, toutes les indications au niveau des éléments qui le composent. De là à là. Ces mesures, elles vont servir à plusieurs choses. Dans un premier temps, à reconstituer l'histoire de l'objet et à travers l'histoire de l'objet, reconstituer l'histoire des gens qui s'en servaient. C'est un peu comme si on devenait le nouveau propriétaire d'un chaudron qui appartenait avant à des corsaires. Voilà, ils passent le relais, ils nous passent l'objet et pour le coup, ça fait un lien direct entre eux et nous. Ça devient un peu sentimental, quoi. Ce chaudron n'appartient que quelques instants à Vanessa. Lorsque sa fiche d'inventaire sera terminée, il rejoindra le stock des objets qui attendent de partir en laboratoire. Là, il sera entièrement restauré et enfin prêt à rejoindre les vitrines des musées. Un processus qui prendra plusieurs mois. Aujourd'hui, l'équipe doit réaliser une opération délicate. 2 jours plus tôt, un canon a été découvert. Ce sont des scaphandriers de la direction départementale de l'équipement, seuls habilités à effectuer ces opérations dangereuses qui se mettent à l'eau. Le canon pèse 1 tonne. Aucune erreur n'est permise. Ça doit prendre combien de temps à peu près là l'opération? Entre le moment où ça se passe bien et le moment où ça merde. La question est là. Ça se passe Si bien, tout va bien, on va dire. Voilà. Une demi-heure. Demi-heure? Ouais. Donc il faut pas que le temps se lève d'ici là, quoi. On croise les doigts pour que ça bouge Ouais. pas. Donc là, ils sont en train de déployer la grue pour aller récupérer un canon. Le problème, c'est que c'est une manipulation très délicate, parce que comme tous les relevages, on n'est pas à l'abri qu'il y ait quelque chose qui casse, qui lâche. Donc ça pourrait provoquer de gros dommages, que ce soit au matériel ou aux personnes. En plus, il y a un petit peu de capot. Le temps change rapidement, donc on ne sait pas trop. La première phase est réussie, mais à la barre, Denis reste inquiet. C'est dans cette écluse du port de Saint-Malo qu'ils vont maintenant débarquer le canon, une autre opération délicate. Reste pas là, Bruno. C'est bon. On est bien. Mets-toi à l'extrémité, là, si jamais là. Comme ça, vas-y, lève. Comme ça. Vas-y. Allez, c'est parti. Il y a combien en hauteur là? J'arrive pas à voir. Il y a 8 mètres, 10 mètres peut-être, à peu près. C'est une Mais belle tu peux image. imaginer, c'est comme ça Une qu'il est belle chargé. Hein. Il est chargé, il est transporté du quai jusqu'au bateau par des systèmes de big. Voilà, donc lui, au fond, il a plus l'habitude que nous. Donc vraisemblablement, il s'est promené dans les airs un certain nombre de fois avant d'être reposé sur un fût, servir. Et en fait, ce que tu viens de voir, c'est un canon qui a servi. Voilà. Parce que lui, on sait que les meubles Grenot, lors de ses dernières courses, a participé à une quinzaine au moins d'échanges avec des Hollandais ou des Anglais. Donc des batailles navales qu'il a toujours gagnées. Donc on peut aisément imaginer que, compte tenu du tonnage des bateaux auxquels il s'est attaqué dans sa vie, tous ces canons ont vraiment servi. Pour savoir si ces armes sont réellement chargées, une seule solution, forer la couche de sédiments qui obstrue la bouche du canon. En principe, est-ce que tous les canons sont chargés? En fait, ils sont à, je crois, 90% chargés. D'accord. Et en fait, nous, on en a moins. On en a moins, beaucoup moins qui sont chargés. Pourquoi on ne sait pas? Comme on a 4 ou C'est 5. du fait qu'ils soient en commun? Enfin, Non, on sait qu'ils revenaient sur Saint-Malo, donc peut-être que du coup ça justifiait pas d'avoir rechargé les de pièces. recharger les pièces. Mais je suis pas sûre que ce soit un argument qui tienne vraiment la route non plus. Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'explication pourquoi ils sont pas chargés. Pas ou peu, quoi. Ah ouais. Ça se présente bien?
plutôt pas mal. Bon, ça se présente pas mal, on va voir ça. Bientôt la révélation finale. Suspense, ça sent. On la sent la tension, là, on la sent. Pareil. 3 kilos. C'est comme les bébés, on les pèse à la naissance, c'est pareil. Une bonne petite pesée. Pareil que l'autre. Donc là, c'est assez rigolo parce que pour le coup, on se rapproche un peu des films où on voit justement les canons chargés, etc., les boulets. C'est sympa, on est bien imprégné dedans et on imagine bien les personnes qui ont travaillé sur les canons, qui les ont chargés, qui les ont allumés, etc. Donc c'est plus efficace qu'un livre d'histoire, c'est assez sympa quand même. On parle souvent dans les médias et les discours politiques des générations futures. Qu'est-ce qu'on va léguer aux générations futures? Qu'est-ce qu'on va leur céder? Interroger quelqu'un dans la rue, demandez-lui qu'est-ce que vous léguez à quelqu'un dans 10 000 ans. Je ne suis pas persuadée qu'il réponde quelque chose. Tout le monde en parle, mais ça parle à personne finalement. Les archéologues, ils n'en parlent jamais. Ils le font. Leur métier, c'est ça. C'est un legs direct aux générations futures. Donc pour le coup, ça force le respect, quoi. Alors pour l'après-midi, embarquement 17h05, plongée 18h05. Alors il y aura un peu moins de monde à l'eau, notamment en fait pour les problèmes d'inventaire. On a pas mal de matériel en retard à faire. S1, Vanessa, tu reprendras toujours pareil sur A18 et toute cette zone-là. Jean-François sera sur S2, donc au niveau tu changeras de zone. Pour Vanessa, c'est bientôt la fin de l'aventure. Elle va descendre avec Elisabeth fouiller l'avant de l'épave. Elle sait qu'elle se prépare pour sa dernière plongée. Bon bah j'y vais quand même. Elisabeth! Je suis atterrie sur un carré où il y a des... En fait, je suis au centre du bateau, sur la partie la plus basse du bateau, à l'intérieur de la coque. Et donc, il y a des grandes pièces en bois, de grosses charpentes qui dépassent et qu'il faut déblayer un maximum. Donc, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de concrétion là-dessus, beaucoup de cailloux, beaucoup de galets qu'il faut dégager. Donc, il faut y aller au marteau et au burin. Et puis, certaines pièces de bois sont apparues. Elisabeth est venue vérifier et répertorier ces pièces de bois. Il les marque en fait sur un plan. Et elle m'a proposé d'attaquer un nouvel angle, donc de passer un petit peu de l'autre côté sur le sable et de commencer à déblayer l'extérieur. Donc là, pour le coup, j'ai pris la scisseuse et j'ai commencé à déblayer le sable. Et puis je suis arrivée sur une pièce un peu arrondie qui m'a fait penser à une poulie, parce que j'en avais déjà vu pas mal à l'inventaire. Et quand j'ai commencé à déblayer cette poulie, c'était un peu inquiétant parce qu'en fait la pièce faisait plus d'1 mètre de long, donc ça pouvait pas être une poulie simple. Donc Elisabeth est venue voir la pièce et rien qu'à son regard, j'ai tout de suite compris que ça valait le coup de déblayer la pièce et que c'était une pièce intéressante. Une modeur. Yes. C'est quoi que j'ai trouvé? Ça fait... Écoute, je pense que c'est une araignée, c'est ce que je t'ai écrit. T'appelles une araignée? Hein? Pourquoi que t'appelles une araignée? C'est pour ça que je t'ai montré que ça faisait comme ça. Oui, c'est vrai qu'une C'est araignée, ça. ça a toujours que 2 pattes et ça marche comme ça. Tu sais, il y a plein d'animaux qui peuvent faire Au comme début, je ça. croyais que c'était une poulie, tu sais, parce que je commence à voir Mais le truc. c'est un type de poulie, si tu veux, D'accord. mais un type de poulie qui s'appelle araignée. Il faut qu'on vérifie. D'accord. Mais je crois que c'est ça. Et on n'a jamais trouvé ça. C'était un bon quoi. Ce que Vanessa vient de remonter à la surface est en fait un râtelier de Beaupré. Une pièce qui se situait non loin de la tête de proue du navire. C'est une découverte exceptionnelle. Ce que je vais retirer de cette expérience, c'est déjà par rapport à moi-même, à mes envies et mes rêves que j'avais quand j'étais gamine. Ça n'a fait que confirmer les envies que j'avais déjà en fait. C'est ça qui me plaît, c'est ça que j'aime, c'est partir en expédition sur un bateau, prendre le large dans tous les sens du terme, c'est un truc qui me plaît vraiment.
Pendant 15 jours, Vanessa n'a pas seulement vécu une aventure aux côtés d'une équipe d'archéologues. Elle s'est immergée dans leur univers et a découvert bien plus qu'un métier. Au terme de cette expérience, elle a demandé à rester davantage au sein de l'équipe. Une requête que Michel Lourd et Elisabeth Vera ont tout de suite acceptée. Oh non.